Je suis Dr Jean-Paul Amégan, médecin diplômé de l'université du Bénin ou de Lomé au Togo, qui a essayé d'aller voir ailleurs, en dehors de la médecine. J'ai été en Californie, approfondir la médecine quantique et les médecines alternatives chez le docteur Hulda Clark, à San Diego. C'est par elle que j'ai ouvert l'esprit pour d'autres approches que les paradigmes qu'utilise la médecine. La médecine quantique est la médecine qui utilise les fréquences, en gros, sinon les vibrations ou bien les ondes pour poser des diagnostics ou bien traiter des maladies. C'est ça qu'on appelle la médecine quantique. En médecine conventionnelle, par exemple, on utilise la quantique sans même le savoir. Par exemple, les ondes qu'on utilise par exemple, pour faire l'échographie, c'est de la médecine quantique. L'IRM, c'est de la médecine quantique. Les électrophorèses qu'on utilise parce que c'est des vibrations, on utilise le principe de résonance pour poser des diagnostics, faire l'électrophorèse et autres. C'est de la médecine quantique. Même si on ne leur dit pas que c'est de la quantique, c'est des choses qui utilisent des vibrations, qui utilisent des principes ondulatoires pour poser des diagnostics et même traiter, par exemple, avec la radiothérapie et autres, c'est de la médecine quantique en fait. Voilà, avant d'en arriver là, je vais vous faire un passage entre la quantique et la pharmacologie. Donc, utilisant les ondes pour poser des diagnostics, j'ai été formé par le docteur Hulda Clark, un PhD à San Diego, et par elle, j'ai compris que tout ce qui existe ou existera dans l'univers ou sur Terre a une vibration, une fréquence particulière. Et elle a inventé un appareil qu'on appelle le synchromètre, qui est fait de 2 plaques de condensateur qu'on communique entre eux pour poser des diagnostics très précis, de l'ordre de 10-15, de la femtoprécision, comme on le dit. Donc c'est par elle que j'ai su que nous-mêmes, et tout ce que nous avons en nous et autour de nous, sommes vibratoires. Nous sommes que des vibrations. Et qui dit vibration parle d'ondes ou de fréquences. Et tout ce qui utilise ondes et fréquences est dans le quantique. C'est-à-dire, les ondes ne sont pas localisables. Les ondes vibrent, ne sont pas localisables. Et puis, il y a ce qu'on appelle le principe de non-séparation. C'est-à-dire que lorsque vous avez des ondes mélangées, vous ne pouvez pas les séparer. Mais je dirais mieux. Lorsqu'on met 2 choses ensemble, ils demeurent liés, quelle que soit la distance qui les sépare après. En fait, c'est ça le principe de non-séparation, ou bien qu'on appelle la loi d'intrication, ou le principe EPR. Le EPR qu'on utilise souvent en physique, on raconte aux gens, c'est une centrale EPR et autres. En fait, c'est ça. Ça utilise le truc, le principe de non-séparation. Lorsque vous mettez 2 choses ensemble, ils demeurent liés, quelle que soit la distance qui les sépare après. Donc, 3 choses pour qualifier quelque chose de quantique. D'abord, il faut que la chose soit vibratoire, avec des ondes, des fréquences. 2, il faut que ça respecte le principe de non-localisation. Les ondes sont partout. Donc, dire qu'une onde est quelque part, comme par exemple une onde radio, c'est la probabilité pour qu'il soit plus dense à ce lieu. Mais ça se trouve partout. Par exemple, une onde radio se trouve à la fois au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Alors que si vous mettez une pierre qui n'a pas d'onde, une pierre simplement, la pierre serait au nord ou au sud ou à l'est ou à l'ouest, selon votre localisation. C'est ce que ça veut dire. Les ondes sont partout. Donc les localiser, ce n'est que ce qu'on appelle la probabilité pour que vous le rencontrez plus à cet endroit. La non-séparation, c'est ce que je vous ai dit, c'est la loi de l'intrication, le principe, le paradoxe EPR. Voilà. Alors, comment en êtes-vous arrivé à la pharmacologie? C'est-à-dire, comment aviez-vous donné le nom là à cette découverte-là? Merci. En 2004,
un prélat togolais de ce nom, qui portait plusieurs noms, je parle de Monseigneur Philippe Fanoko Bodro, m'avait dit en 2004 que je ferais des choses que d'autres n'ont pas fait, que je serais l'auteur de plein de choses et que je serais international. À peu près 2 ans après, je découvre ce test fortuitement quand un aimant que j'utilisais pour effacer une copie de mémoire dans un flacon, touchant ma poitrine, a fait tomber mon bras. Je ne pouvais même pas prendre le flacon. Et ça, c'était curieux pour moi. Et je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Je replace l'aimant de la même manière et j'étais incapable de prendre le flacon. Et là, je me suis dit, l'aimant a 2 facettes. Je tourne l'autre facette pour voir. J'ai tourné l'autre facette sur ma poitrine et ça n'a plus le même effet. Donc, qui montre que si l'aimant agit sur moi, moi-même je suis un aimant alors. Vous comprenez? Je suis un aimant, donc je produis un champ électromagnétique autour de moi. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, je me suis dit, dans un champ, pour poser un diagnostic, on n'utilise que 2 principes. Le phénomène de résonance et de dissonance. Et de fil en aiguille, voilà où j'en suis arrivé. J'ai donné d'abord le nom test Fanoko au test qui me permettait de savoir si quelque chose est positif ou négatif dans mon champ ou sur moi. Et en étudiant bien l'application de ce test et le domaine d'application de ce test et les lois que ça pouvait cacher, je me suis surpris de voir que c'est toute une science qui respecte tout ce qui est quantique. Et c'est pour ça que je l'ai nommé phanocologie, c'est-à-dire le logos du test Fanoko. Alors, quelle est la différence entre la pharmacologie et la médecine conventionnelle? Est-ce qu'il y a une différence? La médecine conventionnelle se base sur le principe qu'est quelqu'un qui vient vers toi a des symptômes. Tu penses à une maladie, tu dois faire la preuve de la maladie, soit par un microscope, en allant rechercher, soit par des analyses, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, il va falloir penser à une maladie, confirmer la maladie par des analyses. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que la plupart du temps, ces analyses mentent. Le mot fiabilité, quand on en parle, les gens ne savent pas ce qu'on veut dire. On dit que les analyses ne sont pas fiables. Il faut appeler le chat par le chat. Les analyses médicales mentent. Je préfère être terre à terre. Les analyses mentent. Or, le médecin est appelé à traiter la personne à base de ces analyses. Les analyses mentent. Ça veut dire que le médecin ment. Pire, vous prescrivez des médicaments dans les pharmacies. La plupart des pharmacies aussi vendent du faux. Le test Fanoko vient à leur secours. Aider à avoir l'essence même de la maladie, le diagnostic quantique de la maladie. Et c'est pour ça, le Fanoko, je n'ai pas la prétention de lui donner plus que le synchromètre. Le Fanoko doit être en femtoprécision aussi. Parce que quand on parle de quantique, tout ce qui est avant le nano, la médecine conventionnelle peut accéder à ça. Mais au-delà du nano, la médecine n'arrive pas à accéder à ça. Donc, tout ce qui est au-delà du nano, c'est-à-dire du 10-9, la médecine n'arrive pas à accéder à ça. Mais ce n'est pas parce que la médecine n'accède pas à ça avec ses équipements, sa technologie, que pour autant il n'y en a plus. Et je vais l'imager correctement en citant Carl Sagan, cet astrophysicien français qui dit « L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. » Ça dit tout. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu la preuve qu'il n'y a pas de preuve. La preuve peut venir des années plus tard, comme par exemple chez les condamnés, où le test d'ADN peut les sauver un jour, comme par exemple dans plein d'autres domaines où on peut parler d'alchimie aujourd'hui et demain, on trouve qu'en fait la personne avait raison.
Je ne dirai pas plus pour vous rappeler la douloureuse histoire de Jésus, de Galilée, de Giordano Bruno, ainsi de suite. Pour ne citer que ceux-là, il y en a des milliers. La médecine ne fait que du clientélisme. Ils ont une petite partie très bonne, de très bons côtés, que nous devons toujours vénérer et utiliser. Mais la médecine est devenue... Je vais citer Voltaire qui dit « Une main que nous sommes forcés de baiser en tremblant. » Nous baisons la main, nous baisons en tremblant la main qui nous enchaîne. C'est ce que Voltaire a dit. Et ça, aujourd'hui, on ne peut plus se passer de la médecine. On nous la présente comme le modèle, le meilleur. Or, ce n'est que la philosophie de la santé à l'occidental. Il faut aller au-delà. Et le Fanoco ou le test Fanoco aide les gens à se départir, soit à corriger les appareils ou à tout faire sans les appareils, naturellement. Je ne dirais même pas biologiquement. Biologiquement, quand on dit biologie, c'est quand vous avez quelques pourcentages du vrai, du bio, qu'on appelle le truc biologique. Mais je parle de naturel. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'un autre équipement que votre corps pour poser un diagnostic, vérifier quel traitement faire, savoir quel est le meilleur traitement. Et même le pronostic de la maladie, vous pouvez le savoir avec précision. Je viens de vous le dire. Je dis, la médecine a de très bons côtés. Dans la gestion des urgences, jusqu'à preuve du contraire, la médecine est la meilleure. Dans la gestion des urgences. Mais en dehors des urgences, la médecine est un cheval de Troie, pour ceux qui comprennent. En fait, le test Fanoco est un test qui permet d'aller vers la vérité. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, c'est la vérité. Les recherches, c'est la vérité. Le chercheur dans son laboratoire cherche une vérité que d'autres n'ont pas encore vue. Il suffit qu'il y pense, le test Fanoco l'amène à cette vérité. Le test Fanoco permet à quelqu'un dans un milieu très reculé d'avoir avec précision ce qu'il pouvait avoir à Washington ou à Toronto ou à Tokyo ou à Shanghai par exemple, sans appareil, avec la même précision. Et le test Fanoco permet de savoir, en justice par exemple, qui dit vrai et qui dit faux, c'est-à-dire qui ment. Mais pardon, hein, quand je parle de justice, la justice se focalise sur le droit. La justice ne cherche pas la vérité, la justice dit le droit. Là, c'est un autre problème. Mais quand je parle de vérité, de savoir qui dit vrai, qui a accès à cette vérité, le test Fanoco le montre. Mais ça ne permettra pas de condamner ou d'acquitter quelqu'un, parce que condamner ou acquitter quelqu'un dépend du droit. C'est différent. Mais quand vous allez par exemple voir un médecin, il vous parle d'une maladie, vous pouvez savoir si le médecin ment ou il dit vrai. On dira, pour être plus poli, si le médecin a fait une erreur médicale. S'il vous prescrit des analyses ou il vous prescrit une ordonnance, vous pouvez savoir si l'ordonnance peut être efficace pour vous ou non, avant même d'aller acheter. Si vous demande des analyses, vous pouvez savoir si c'est nécessaire d'aller faire les analyses. Et de l'autre côté, lorsque vous serez dans un laboratoire, si l'analyse vous est nécessaire, ça ne veut pas dire que quand vous le faites, forcément, c'est vrai. Ça peut être faux. On dira pas fiable, techniquement, mais le laboratoire peut vous donner des résultats faux. Mais ça aussi, le test Fanoco permet de le savoir. C'est comme vous prescrivez une ordonnance aussi, vous savez que l'ordonnance est bonne, vous testez l'ordonnance sur vous, c'est bon, mais vous allez en pharmacie, le contenu n'est pas le contenant.
le nom est bon, mais ce qu'on vous sert avec ce nom peut ne pas être bon. Le test pharmaco permet aussi de vérifier si le médicament qu'on vous sert permet de guérir le mal dont l'ordonnance était bonne. La nourriture, par exemple, parce que parler du test pharmaco sans parler de la nourriture, de ce que nous consommons, qui nous rend plus malades tout le temps pour aller voir les médecins, en allant au marché, dans les supermarchés et autres, acheter quelque chose, vous pouvez au marché savoir si ce que vous achetez est bon à consommer. L'eau, par exemple, vous pouvez le savoir. Les légumes, vous pouvez le savoir. Et tout ce qu'on vous vend, même tout ce qui est aliment, vous pouvez savoir ça au marché. Donc, étant donné que c'est ça, ce que nous consommons nous rend malade, si déjà vous consommez ce qui vous renforce, votre chance d'aller voir le médecin avec sa coalition sacerdotale sera amoindrie. Et même s'il arrivait que vous alliez là, le test pharmaco vous aiderait à rétablir rapidement votre santé. C'est pour ça, je dis, il serait difficile, je le sais, j'ai conscience qu'il serait difficile que la médecine l'adopte, parce que la philosophie qui a créé la médecine a été trafiquée. On est loin des idées d'Hippocrate aujourd'hui, et on ne peut plus changer, ce serait difficile. Les firmes agro-pharmaceutiques ou bien agroalimentaires produisent des toxines qui produisent les aliments, et quand on tombe malade, c'est eux encore qui produisent les médicaments que le médecin doit prescrire. Le médecin n'en sait rien du tout. Donc ce serait difficile de changer ça. On peut et on doit leur créer seulement une concurrence avec une autre philosophie, avec d'autres paradigmes de pensée de la santé. Au lieu qu'on vous dise que les microbes sont vos ennemis, il faut qu'on pense que plutôt ce ne sont pas les microbes, mais c'est les polluants qui sont sur nous, qui font que les microbes deviennent nos ennemis. Pour illustrer ça, pour que le commun des mortels comprenne, lorsque vous avez deux chambres contiguës et qu'il y a plein de souris dans une chambre et pas du tout de souris dans l'autre chambre, c'est parce que quelque part, là où il y a les souris ont à manger. C'est aussi banal que ça. Donc, on a deux méthodes pour éliminer les souris, ou bien disons plusieurs méthodes pour éliminer les souris. Si c'est la médecine, c'est comme les souris sont à l'image des bactéries, des virus, des parasites que nous avons sur nous. S'ils ne trouvent pas à manger, ils ne seront pas là. Pourquoi ils ne sont pas dans l'autre chambre? Parce qu'ils ne trouvent pas à manger. Vous voyez? Donc, on peut les affamer pour qu'ils meurent ou qu'ils quittent la salle. Ça, c'est un. La médecine prescrit des antibiotiques pour tuer, alors que, entre-temps, il faut que l'organisme arrive à éliminer ce qui les nourrit. Si ce qui les nourrit n'est pas éliminé, cette infection va revenir. Et des fois même, les souris, ce n'est pas toutes les souris qui sont dans la salle qui sont venues de dehors. Il y en a qui sont nés dedans. Il y en a qui sont nés dedans. Et ça encore rappelle les théories sur la mitochondrie que les professeurs Antoine Béchamp et autres ont combattu en parlant du microzyma. C'est-à-dire, en nous, il n'y avait pas de mitochondrie établie. Il y a un truc qu'on appelle le microzyma qui, lorsque la cellule est en estase, devient la mitochondrie. Mais quand la cellule a d'autres problèmes, selon le milieu, l'acidité et autres, ça devient une bactérie, un virus ou bien des fois même un parasite. Et ça, il faut repenser ça. Mais la médecine aujourd'hui, avec les paradigmes du microbe qui vient de l'extérieur, est battue en brèche. Dans ce cas-là, comme je le dis pour les souris, j'en ai parlé par exemple pour les éliminer, de les affamer, on peut les tuer. Mais en les tuant,
soit on les empoisonne, souvent on met les raticides et autres. C'est ce que la médecine fait en envoyant un antibiotique, par exemple. Mais n'oubliez pas que l'antibiotique, le raticide que vous donnez, mettez dans la salle, si ça tombe sur la farine que vous mangez, vous aussi vous êtes empoisonné. Si vous avez un chat qui se nourrit des souris, si le chat mange la souris empoisonnée, le chat est empoisonné aussi. Donc, vous voyez le paradigme là de ce que ça entraîne. Vous voyez, le chat peut seul suffire à éliminer ça. Si on aide le chat en vidant ce qui alimente les souris de la chambre. Voilà les moyens qu'on a. Vous voyez, le test Fanocco permet d'aller dans tout ce sens. Et le test Fanocco, c'est comme le microscope. Son équivalent pour la médecine, c'est comme le microscope, tout simplement. Mais le microscope seul ne sert à quelque chose dans la médecine. Et nous pouvons l'utiliser aussi dans la santécine, dont je suis l'initiateur. La santécine, c'est cette science de la santé que j'innove, qui sera là pour rétablir la santé ou la préserver avec du bon sens, en se servant du test Fanocco. Et puisqu'il sera nécessaire aussi de fabriquer des produits naturels pour soigner les gens, j'ai pensé à quelque chose qui s'apparenterait à la pharmacie, mais qui ne va pas utiliser de la chimie. Parce que la pharmacie est faite pour fabriquer des médicaments qui, par définition, sont des produits chimiques. Et pour ne pas faire chimique et faire naturel, j'ai pensé à l'apothécie. Apothécie venant d'apothicaire dans l'ancien temps, qui est le nom qu'on donnait aux herboristes, l'équivalente ou bien la concurrente de la pharmacie qui s'appelait apothécie, pour former des apothéciens, comme la santécine formera des santécins. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura une différence entre les médecins et les santécins? Oui. Un médecin peut devenir un santécin lorsqu'il change de paradigme de pensée. Il faut lui apprendre que l'homme n'est pas un assemblage de spécialités comme une machine peut l'être. Comme dans la mécanique newtonienne ou classique, mais l'homme est un tout en un qui se spécialise, c'est-à-dire l'homme vient d'une cellule pour se développer et se spécialiser. Ce qui veut dire, d'une autre manière, qu'on ne peut pas assembler des organes pour faire un homme. Comme on peut assembler des éléments pour faire une machine ou un appareil. L'homme, c'est une cellule qui se spécialise. Et d'ailleurs, c'est pourquoi l'homme est avant tout quantique. Pourquoi? Parce que la troisième loi du quantique, c'est-à-dire la loi de l'intrication, qui dit lorsqu'on met deux choses ensemble, ils demeurent liés, quelle que soit la distance qui les sépare après. Puisque vous venez d'une cellule qui a s'est spécialisée pour donner vos orteils, vos cheveux et autres, avoir mal sur la cuir chevelu, sur le cuir chevelu, pardon, ne veut pas dire que c'est là qu'il y a la cause. La cause peut venir des orteils. Tout est très lié, imbriqué, intriqué. Et l'homme, dans ce sens, ne peut plus être une machine que des spécialistes peuvent régler, mais c'est un en tout, ou bien un tout en un, qu'il faut toujours gérer de façon holistique. Une femme qui vient chez toi pour te dire « j'arrive pas à faire des enfants » n'est pas seulement l'objet du gynéco ou bien de l'obstétricien. Non, c'est un tout qui dépend de ce qu'elle mange, des autres problèmes endocriniens qu'elle a, qui peuvent être dus à des problèmes de tumeurs de cerveau ou d'autres choses. Il va falloir l'explorer en tout, contrôler jusqu'à son alimentation pour pouvoir lui permettre de faire un enfant dans la beauté naturelle. Mais lorsqu'on l'explore que par la gynéco et l'obstétrique, c'est des bévues. Voilà pourquoi d'ailleurs il y a tant d'échecs
Même avec les grossesses assistées, on a tant d'échecs parce que l'homme est un tout et qui doit être toujours soigné comme un tout. Voilà. Alors, docteur, comment arrivez-vous à consulter par distance, à distance? Oui, et ça, c'est une très bonne question. Et je reviens encore sur la loi d'intrication. Lorsqu'on met deux choses ensemble, ils demeurent liés, quelle que soit la distance qui les sépare. Ce qui suppose qu'en déduction, l'enfant et sa mère sont un. L'enfant et son père sont un. D'accord? Donc, quelle que soit la position, si tu as l'enfant, tu peux examiner le papa ou la maman, ou si tu as la maman, tu peux examiner l'enfant. C'est pareil. Vous avez compris? Oui. Mais je vais aller plus loin pour vous dire que chacun est le centre du monde et est le monde. On ne va pas dire seulement que nous sommes fils de Dieu, mais je dirais, nous sommes fils de Dieu, nous sommes Dieu et nous sommes en Dieu. Et pour paraphraser, je dirais, nous sommes dans le monde, nous sommes le monde et nous sommes partout dans le monde. C'est pareil. L'existence a commencé par un atome d'hydrogène que la plupart d'entre nous ne savent pas. Et c'est l'atome d'hydrogène qui s'est fusionné pour donner l'hélium, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait tous les autres éléments qu'on a. Ça veut dire qu'au commencement de l'existence, tout était un et indivisible. Donc, il y a ce lien-là permanent qui existe toujours en tout. Vous utilisez le téléphone portable aujourd'hui. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le téléphone portable n'est qu'un amplificateur. Tout physicien va vous l'expliquer. C'est un truc qui crée l'amplification. La voix est partout. L'image est partout. Il suffit de l'amplifier pour l'entendre, pour le voir. Les décodeurs servent à ça. Le téléphone portable sert à ça. L'image qui n'est pas dans cette salle ne peut pas être découverte si on met un décodeur. Et puisque les images peuvent être captées partout, vous comprenez très bien que tout est partout. Et ça me rappelle un peu la loi des hologrammes, les phénomènes laser. La loi qui... c'est-à-dire, le tout est dans l'échantillon et l'échantillon est dans le tout. Ce qui se comprend assez facilement. L'enfant est sa mère, est dans sa mère lorsqu'elle est dans la grossesse. C'est dans le ventre de sa mère. L'enfant est sa mère et est dans sa mère. Et la mère est son enfant et en même temps est dans son propre ventre. J'utilise de l'image pour vous expliquer ça. Mais si on utilise les lois de la physique quantique dans les détails, vous comprendrez très bien, mais ça va ennuyer celui qui n'adore pas les chiffres et les formules. Et les chiffres et les formules, la nature, qui est la grande science, n'en vend pas. C'est nous qui essayons de trouver des alibis pour que le commun des mortels puisse comprendre. Alors, docteur, quel apport votre découverte peut-elle apporter aux pays africains en voie de développement? Les pays en développement, s'ils venaient à s'approprier de ça, et c'est mon souhait, et c'est mon rêve d'ailleurs, peut-être que je ne serai plus vivant pour le voir, ça permettra à dire aux gens tout simplement que la technologie doit être tout simplement un outil, un aide. Un outil qui nous aide des fois à comprendre certaines choses, mais pas un outil qui nous donne la science ou bien qui nous vend la science. Nos aïeux ne sont pas moins intelligents que nous. Je dirais qu'ils étaient plus intelligents parce que en voyant ce qu'ils faisaient sans grande technologie appareillée, parce que le test Faroco, c'est une technologie aussi. Eux, ils n'avaient pas de technologie appareillée. Le naturel, ils savaient que, par exemple, si tu prends la chemise de quelqu'un, tu peux le tuer à distance. Si tu prends une pièce de monnaie, tu frottes sur le front de quelqu'un, on peut savoir ce qu'il a, quelle que soit sa distance. Donc, nos aïeux étaient dans le quantique.
Mais nous, on était dans l'apparent, dans le paraître, et non l'être. L'être est quantique, le paraître est apparent. L'homme que tu vois n'est pas l'homme. Ce n'est qu'une partie de l'homme, une petite partie de l'homme, l'image que tu peux percevoir. Et ça, je reviens encore, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Ça veut dire que lorsque je ne vois pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. D'ailleurs, la médecine l'avait montré déjà avec le microscope. Mais là encore, c'est des limites. C'est très limité. Et il faut aller au-delà, dans le vibratoire, dans l'imperceptible. Et ça, on le sait aujourd'hui. Alors, docteur, merci beaucoup. Et nous souhaitons bon vent à votre découverte. Si c'est le dessein de Dieu. Oui, peut-être un mot à la fin, peut-être un mot de conclusion, si vous voulez. Je dirais ceci, la nature est science, a été toujours science, et c'est notre effort de la comprendre que nous avons supposé être la science. Ce n'est pas ça, c'est la nature qui est la science. Et nous empruntons à la nature la petite science que nous expliquons souvent. Et le test Fanoko le confirme, que nous n'avons pas besoin, surtout pour la santé des humains, pour laquelle j'ai fait cette découverte, on n'a pas besoin d'appareils, on n'a pas besoin d'équipement pour faire certaines choses. Le corps suffit. Et la nature nous a entourés de plein d'herbes, de plantes, d'arbres et d'animaux qui contiennent certaines choses qui naturellement peuvent guérir toutes les... Il n'y a pas de maladie inguérissable. Il n'y a que des humains qu'on ne peut pas guérir. Il n'y a pas de maladie inguérissable. Il n'y a que des humains, certains humains, qu'on ne peut pas guérir parce que ça demande de changer le mode de vie et tout le reste qui devient des fois difficile. Le test Fanoko va rendre la santé aux humains, c'est ce que je souhaite, et il ne faut plus confier le bien que Dieu nous donne à un autre pour qu'il soit le gestionnaire, comme les médecins, les professeurs de médecine, les laboratoires et autres. Non. Il faut que tu sois au contrôle pour savoir si c'est le bon pour toi ou c'est pas bon pour toi. Si tu arrives à te tromper toi-même parce que tel est doux, mais tu constates que c'est dangereux et tu l'adoptes, c'est ton choix. Mais nous aurons quand même servi à quelque chose, à redonner à la créature de Dieu son essence d'amour du prochain et d'amour de soi. Je remercie.